Allô François, c'est Gaëlle. Je t'appelle pour te dire que je pourrais pas venir à ta lecture à la Maison de la Poésie. Je le regrette, mais c'est pas possible. Et j'ai été renversée par une camionnette et je n'ai rien de cassé, mais j'ai les côtes fissurées. Et voilà. Donc maintenant j'ai sous les yeux deux choses. Un X-ray de ma grille thoracique et une espèce de... Enfin, c'est pas un tableau, c'est un dessin de Max Ernst où il a posé des feuilles sur le parquet, il les a frottées et ce qui est incroyable, c'est que tu vois apparaître une espèce de forêt avec au milieu quelque chose qui ressemble à une cage avec un oiseau qui a un énorme œil blanc. Et je te montrerai ça quand on se verra. Je t'embrasse et je suis sûre que la soirée sera très bien et que je vais rater quelque chose d'important.
D'ailleurs, comme toutes les médosèmes, elle ne rêve que d'entrer au palais de confetti. Confetti, la vie dans les plis. Dans le geste ou le cut-up documentaire, le dispute à la pratique du montage. Les vies potentielles, les potentiels du temps, la vie en pointillé, la discontinuité comme forme. L'homme est un qu'est-ce que c'est. De même, le confetti doit demeurer, durant toute mon enquête, un qu'est-ce que c'est. Une question ouverte. L'usage amoureux des confettis. L'usage des ruines. Confetti Project. Merzbow, Schwitters. L'exigence fragmentaire. Les investigations biographiques, les explorations géographiques, les recueils polyphoniques, processions burlesques. Des hommes se couvraient le visage d'une feuille de vigne. Confetti, écorce, copeaux. Confetti et masque, chronique du lundi. Quel jour je suis? Je suis jeudi, 21 novembre. Il est 20h45. Je suis à la maison de la poésie. Forme, image, signe. L'art de l'assemblage. La question de l'aura. L'inconscient visuel. Abri précaire à l'intérieur d'un appartement bourgeois. Confetti. Machine à fabriquer des histoires. L'atelier. Dialectique de l'usure et de la réparation. Confetti. 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 Villa Médici. Mercante di Coriandoli. Abgioia. Le linceul donne lieu au travail de la charpie. Ses plis eux-mêmes forment la machine à broyer. J'étais comme un petit bout de papier. Gaël Obiegli, totalement inconnu. J'étais comme un petit bout de papier. La logique du ricochet. La mort, je reste au seuil. Je serai moi qui ne sais rien, porteuse d'une narration qui sait tout. On peut raconter 1 minute de notre vie en un mot. Confetti. Caso, hasard. Motif du confetti. Alibi. Où maintenant? Quand maintenant? Là où il y a des gens, dit-on, il y a des choses. Dos au public, à ma table, comme le refrain de cette machine célibataire. Riparographe, peintre de détritus. Pas intelligent, pas foutu de faire de l'argent. La pacchia est finita, la fête est finie. Matteo Salvini. Danser égale vivre. Siamo fantasmi che vogliono agire. Exposer, c'est se déplacer, se disséminer, semer ses confettis, distiller ses indices. La confiance accordée, la confiance reprise, le récit en cours, le voyage à rebours, le rapport de la notation et du roman. Je ne me vois pas comme une archive. Vraiment pas. Je crois que c'est ça que je vais faire. Me déplacer. Le récit est lié à la métamorphose. Tout être a besoin de se souvenir de son propre incendie. Et le feu prêté par autrui ne satisfait personne. Il en est du vide comme de l'égoïsme. On n'en sort pas. Or, le vide est une condition préalable au désir de recueillir. Jouer et écrire. Jouer et écrire. Noter, oui, mais pas tout. L'âme ne s'éveille
que briser. Ne faisons pas semblant d'écrire sur une feuille blanche. Christiane Durif, 23 août 1935, 13 février 2023. La mort de ma mère va me transformer. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre, jouer pour approcher la vérité. Je multiplie les débuts. Je suis la mort de quelqu'un que je ne suis plus. Bonheur d'être perdu dans cette façon d'être perdu. Respecter l'acte d'écrire. La mort vivante de la mère. Dire ce qu'on aime. Le roman déché. Pièce non balayée. Azaratos, oh, Azaratos oikos. Une année dès lundi. Topographie anecdotée du hasard. Toute méthode et rythme. La parole existentielle. La mort en été. Plus une chose est poétique, plus elle est réelle. L'écriture surgit de la part non écrite de la vie. Respecter l'acte d'écrire. La mort vivante de la mère. La vie résiste à quelque chose qui est elle-même. Tout peut se transformer en marchandise. Pierre Alféry, cherchez une phrase. Torno subito, le maintien ou le retour de la vie dans ce qui s'arrête. L'écriture détient l'exigence du retour. Qu'est-ce qui reviendra? Tout sauf le présent. La possibilité d'une présence. Torno subito, commencer par la fin, œuvre du retard. Où vont les choses qu'on oublie? Le fragment favorable, l'angoisse sédentaire, les valises de Jean Genet. J'ai dit qui j'étais au lieu de vivre, et disant qui j'étais, je ne l'étais plus. Non rattrapable. Choses qui en disent long quand elles disent autre chose. Henri Michaud. Les choses se passent au ras des choses. Impossibilité de revenir en arrière. La pensée sans abri. La faculté d'oubli. Le temps des listes, par le lointain et par le vide. Torno subito, le corps, point zéro du monde. Torno subito, me revient, je ne retiens rien. Torno subito, le passé télescopé par le présent. Je suis plus que ma vie, la peur d'être enterré vivant. Torno subito, on n'est pas là, quoi. Pas de vie. La vie est ailleurs. C'est un drôle de truc, l'écriture. Pourquoi on se double de ça? Pourquoi on se double d'une autre vision du réel? Quand l'amitié commence avant l'amitié. Quand le deuil commence avant le deuil. Torno subito, tournez la page. C'est ça ou la tombe. L'autographie, c'est le jeu qui s'écrit sans se prendre pour objet. L'autographie, c'est
c'est j'écris en mon nom, mais je ne me regarde pas dans le miroir. On ne doit pas sucrer le sucre, écrit Stravinsky. On croit vivre, on croit écrire sa vie, on troue, mot éponge, mot balai. Pas d'art sans moment régressif. Écrire est aussi un art vivant, et le temps est passé, ou le temps ne comptait pas. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Si je ne suis que pour moi, que suis-je? Et si pas maintenant, quand? Le choix du petit. L'art est-il soluble dans la vie de tous les jours? Louise Bourgeois, curieusement, les choses s'améliorent chaque jour. Nos émotions peuvent nous tordre comme des bretzels. Et on arrive quelquefois à penser que tout ce que nous vivons n'est que fragment, détaché et détruit d'un tout ancien que l'on aurait mal restauré. Il faudrait donc poser la question de l'œuvre. Se tuer ou écrire? Où le livre se brise dans la brisure infinie des mots. On parle pour rompre la solitude. On écrit pour la prolonger, disait-il. Mère morte il y a un an. Azaratos Oikos. Alexei Navalny, 1976-2024. Être invisible est plus puissant qu'être visible. Traduire les choses dans l'espace. Il faut écrire en dessous de soi. Il ne faut écrire que des souvenirs de pensée, ou de sentiments, ou d'actions. Le sucre est partout. La littérature, une expérience de la pensée d'un autre type. Nous sommes vivants, mais pas heureux. Ozu, printemps précoce. Il ne faut pas s'exprimer comme on sent, mais comme on se souvient. Le sucre, aussi addictif que la cocaïne. La mort est le côté qui n'est pas tourné vers nous, ni éclairé par nous. Un Orphée qui ne fait que se retourner. Quand est-ce que ça a commencé à tourner? Car chaque homme est porté par une phrase infinie, qui constamment l'habite et va l'accompagner jusqu'à la fin. Je n'ai plus assez de force pour faire une phrase. Ne faites rien d'autre dans la vie que ça. Écrire. Un lieu où il ne peut rien t'arriver. Attention à la première note. Apoutsiak, le petit flocon de neige. Flocon et confetti. Le passage d'un âge de la vie à un autre. Là et pas là. Tu peux lire ce que tu vis, mais tu peux vivre ce que tu lis, disait-il. Je bougeais les phrases. Pas d'écriture sans rature. Qu'est-ce que lire? À quoi ressemble un embryon dans le ventre de sa mère? À un document plié. Tout ce qu'un homme doit savoir pour vivre, il le sait déjà. Mais en naissant, il le perd. Principe de l'art. Retourner plus, retrouver plus que ce qui s'est perdu. Étonne-toi de toi-même. Étonne-toi de toi-même. J'écris aussi loin que possible de moi. Il faut qu'il grandisse afin que je diminue. L'art prend la place
que l'amour a laissé libre. L'art prend la place que l'amour a laissé libre. L'art sucre ou pas? Sucre ou pas? Pas. Merci. Suffit. À notre insu, le sucre s'insinue. Un fin pelliculage de sucre recouvre non seulement nos aliments, mais aussi nos sentiments, comme si nous cherchions à maquiller l'amertume. Mais non, nous sommes faits d'eau aussi. Nous sommes des paquets d'eau qui fuient. Nous sécrétons des substances toxiques. Nous ne sentons pas toujours bon. Nous traversons des sentiments mauvais. N'allons pas faire semblant. Nous ne pouvons faire autrement. Nous serons francs. Nulle grimace, même si la potion est amère. Le pharmacon remet des poisons, le moment venu, nous le prendrons. Comme si la veille, doucement, passivement, nous laissait descendre l'escalier perpétuel. L'escalier n'est pas perpétuel. Nous le savons. Nous n'en connaissons pas encore les méandres. La dernière marche, nous la reconnaîtrons. Il fera jour. Nous franchirons le seuil. Nous le sentirons. Ou pas. Sucre ou pas? Pas. Merci. À la question mécaniquement posée par ce jeune garçon de café, je n'ai rien trouvé d'autre à répondre. Puis j'ai rejoint à pied la gare de Bercy en me répétant ces 3 mots, tel un mantra. Une fois installé dans le train, destination Clermont-Ferrand, père mourant, j'ai allumé l'ordi, ouvert un document Word, bien décidé à me glisser dans la brèche, reprenant à mon compte la question, cherchant peut-être à m'occuper l'esprit. Lors du mois passé à l'hôpital Lariboisière, dans l'habit d'aide-soignant, la nuit, j'ai appris à regarder les visages des gens, en percevant les âges qui transparaissent lorsqu'on se rend attentif aux signes qu'ils émettent dans des situations de grande vulnérabilité. Je travaillais alors dans le service de chirurgie digestive. N'étant pas autorisé à accomplir les gestes techniques des infirmiers, j'étais surtout là pour le confort des patients. Ma présence silencieuse à leur côté suffisait parfois à les apaiser. Ils prenaient moins de morphine. À l'aube, lorsque je les réveillais, leur tendais le flacon de bétadine dont ils devaient se badigeonner tout le corps sous la douche avant l'opération, et je les trouvais dignes et courageux. Dans leur attitude, je devinais les enfants qu'ils avaient été. Des enfants qui n'avaient rien demandé et à qui pourtant on faisait des misères. Ils n'en gardaient pas de rancune, ils comprenaient. Les enfants comprennent tout, sentent tout. Ce sont de vraies éponges. Aussi apprennent-ils très vite à absorber les saletés qui les atteignent dans leur être. Ils ne font pas de manière pour autant. Seulement quelquefois, il leur arrive de rendre. Ils expulsent toute cette eau sale emmagasinée dans leur tissu. C'est à cet âge que l'on commence à les habituer au sucre. Ils en réclament. On leur en donne plus qu'il n'en faut. Certains d'entre eux deviennent accros. Dans ma famille, ça va. Il n'y a pas trop de sucre qui circule. Mais de l'alcool, oui. Depuis gamin, j'ai toujours eu un peu de vin au fond de mon verre, comme un pacte entre nous, un signe de reconnaissance. Nous avions soif de vin, soif de sulfite, soif de parole aussi. Pas d'eau, pas de sucre. De l'alcool, oui, pour délier les langues.
L'eau sucrée, ce sera pour la fin, lorsque nous ne pourrons plus rien avaler, alimentés par un goutte à goutte, avec les médocs dissous dans la poche suspendue au-dessus de notre tête déplumée, la ligne brisée au pied du lit, la sonde et tout. Je me souviens d'un monsieur africain âgé que l'on venait d'installer dans une chambre. Au moment de lui tendre le pistolet pour uriner, il s'est levé d'un coup et est allé pisser debout dans un coin de la pièce. Tant qu'il lui était possible de pisser debout, on ne le forcerait pas à faire autrement. Sa dignité était en jeu. C'était facile à comprendre. C'est ce genre de scène qu'on n'oublie pas. Le fond de l'homme n'est pas mauvais. Il y a de la pudeur, quelque chose d'indestructible qu'on n'atteint pas. On ne le fait pas plier comme ça, le bonhomme. On ne le soumet pas. On ne l'oblige pas à ingurgiter du sucre s'il n'en veut pas. Chacun sécrète ses propres drogues, s'invente sa propre chimie pour tenir bon, tenir debout, pisser dru dans le flacon. La douleur veille, il n'est pas aisé de l'évaluer. De même, le désir va se nicher dans des détails auxquels on ne prête guère d'attention. Pour percevoir les signes émis en situation de souffrance, il faut gagner la confiance du patient. Celle-ci accordée, tout se délie. Il suffit de s'ajuster, de le regarder pour de vrai, d'être à la bonne distance. Nous avons besoin les uns des autres. Nulle autosuffisance. Parfois, nous avons besoin du regard du prochain pour nous sentir appartenir à cette même communauté affective, d'où nous tirons cette puissance d'agir, cette puissance de vie. Jusqu'au jour où l'édifice s'étiole, tout se désagrège, les forces nous manquent, notre corps ne répond plus, nos gestes nous trahissent, notre champ d'action se réduit. Tu verras ce qui reste, m'a dit mon père hier matin au téléphone, alors que débutait sa 3e journée en soins palliatifs. Reste le toucher, le dernier sens que l'on perd avant de s'éteindre tout à fait. Il n'en est pas là. Une fois passé le choc de son nouveau visage, il me faut inventer un chemin pour accéder à lui, sans enfreindre la limite qui nous sépare, la pudeur qui est la sienne. Pas grave si tout vacille à l'intérieur. La nausée, la voix enrouée. Sa voix à lui, je la reconnaîtrai entre toutes. Elle n'est pas celle d'un homme qui attend la mort. Sa voix, je l'emporterai avec moi. À cet instant, je ne me suis jamais senti autant du Rif. Appartenir à un clan, oui, tout en étant seul. Dans la famille du Rif, on n'aime pas trop le sucre. Ces desserts sucrés qui vous emplâtrent la bouche. Mes sœurs et moi, nous allons avoir l'occasion de le vérifier. Nous verrons bien si la potion est difficile à avaler. Au moment de lui servir le thé, il m'a dit « beaucoup de sucre ». Je lui ai versé les 2 sachets. Il a acquiescé. Intérieurement, j'ai souri, puisque le sucre était l'amorce du texte écrit le matin même dans le train qui me conduisait à Clermont-Ferrand. Lui m'a fait part de ses réflexions depuis qu'il est alité dans cette unité de soins palliatifs à Sébaza. Il réclame au personnel soignant qui l'accompagne le coup de grâce. Il ne souhaite pas qu'on lui pique le doigt pour vérifier sa glycémie ou je ne sais quoi. Il n'est pas là pour ça. Aucune envie de prolonger le séjour. Le travail de la mort est visible sur les traits de son visage décharné. La nuit dernière, il est tombé aux toilettes. Sale moment. Le temps se dilate. Le quart d'heure à appeler de l'aide lui a paru long. Il a eu besoin de la journée pour s'en remettre. Il fait la planche, comme il dit. Il apprend la patience. Mais la patience n'a jamais été son fort, sauf dans les affaires. Dans sa tête défilent les images saccadées de sa vie, vision de sa propre personne,
dans lesquels, sans s'en rendre compte, il s'est lui-même rencontré. Au soignant qui lui a proposé de faire un voyage fantôme en ayant recours à l'hypnose, il a dit oui. Il a déjà choisi la destination, une qui nous relie, ses 3 enfants et lui. Nous étions en Corse, un trajet entre Bastia et Porto Vecchio. Pascal, ma sœur aînée, lui avait lancé le défi. « Toi qui nous dis souvent que l'argent, suffit de se baisser pour le trouver, prouve-le-nous. » Il nous a alors proposé de collecter les bouteilles vides en verre qui jonchaient les abords de la route poussiéreuse que nous empruntions avec la méhari. On s'y est mis. J'étais de la partie. Et j'ai aimé ça, le coup de la consigne, paraît-il. Le fait qu'on récolte du fric par ce geste de collecter des bouteilles vides. Le lendemain, j'aurais dit à mon père, on recommence. Depuis, j'ai toujours aimé faire quelque chose des déchets collectés sur mon chemin, des brindilles aux encombrants, le matériau précieux qu'ils constituent, si l'on y prête quelque attention. Je pense au collage de Kurt Schwitters, au Merzbow, sa cathédrale de la misère érotique. La libido y passe. L'espace de l'atelier se plisse. Des niches se forment. Des objets s'y glissent, deviennent invisibles. Mais Schwitters, lui, il sait où chaque rebut se trouve, à l'abri des regards. C'est un temple qui ne dit pas son nom. Il n'a pas besoin d'avoir recours à un Dieu personnel pour sentir ce qu'il a à y faire. Ses gestes sont précis, son œil infaillible, la main anticipe ce qu'il cherche. L'œil, l'esprit, la main sont pris dans une sorte de continuum. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Il est toujours parmi nous. En lui scintillent encore quelques gouttes de vie. Hier après-midi, lorsque nous sommes entrés dans sa chambre, ma sœur Sylvie et moi, il somnolait, bouche ouverte. À un moment, il est revenu à lui. Il nous a identifiés. Il a demandé à Sylvie de lui lire les premières lignes de son journal financier, Investir, que sa femme lui avait acheté le matin même pour ne pas déroger au rituel du week-end. À cette occasion, j'ai appris un dicton boursier. Il ne faut jamais rattraper un couteau qui tombe. La lecture de ces lignes a immédiatement agi. Il a une mémoire précise des actions de son portefeuille. Il les a toutes en tête. Puis il nous a récité une fable de La Fontaine qu'il connaissait par cœur, Le curé et le mort. Il n'en manquait pas beaucoup pour qu'il nous la dise en entier. Pas un mot de trop, commente-t-il. Rien à enlever. On ne peut toucher à l'immodifiable. Il nous redit tout doucement le début. À mort, s'en aller tristement, s'emparer de son dernier gîte, un curé, s'en aller gaiement, enterrer ce mort au plus vite. Peu à peu, il se ranime. Lorsque ma sœur lui entonne la chanson de Fugain, il lui prend la main et dans le même mouvement d'ouverture, me présente la sienne. Je n'aurai pas le temps, même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps, même en volant, je n'aurai pas le temps, pas le temps. Je ne connaissais pas cette chanson. Je comprends ce qui peut le toucher. Son mis au jour, son côté tendre, son envie de sucre à cet instant. Sur la route qui conduit à Sébaza, où est située l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Louise Michel, une affiche m'a frappé. Une campagne publicitaire lancée au moment de la fête des pères. Daddy, le sucre 100% French. À cette occasion, il se fend d'une édition limitée avec le mot papa, parce qu'on est 100% français. Avec juste en dessous le dessin d'une moustache et d'une cravate à petits pois. Associer le sucre à la figure du père ne m'avait guère effleuré l'esprit jusque-là. Ainsi, papa sucre fond-il comme bonhomme de neige. C'est ce qu'il dit de lui-même. Aujourd'hui, prêt à se dissoudre, tenant bon cependant.
Le cerveau fonctionne, le cœur ne lâche pas, les organes vitaux sont encore en état de le porter quelques pas plus loin. Même s'il exprime une très grande lassitude, il semblerait qu'il y ait encore des choses à vivre, des choses à partager avec ses proches. La lecture d'un journal financier agit sur lui comme un rail de coke ou une cuillerée de sucre. La bourse. La bouffe aussi. Il interroge chaque visiteur sur ce qu'il a mangé la veille, sur ce qu'il va manger le soir même ou le lendemain. Il vit ainsi par procuration les mets qu'on lui décrit. Ayant perdu en partie le goût, ne pouvant plus rien avaler, il s'en fait une représentation mentale, il se met à table avec nous, il nous regarde manger, et nous, pour lui faire plaisir, on se goinfre devant lui, on ingère des aliments lourds, on a envie d'un hachis parmentier avec des miettes de canard, d'un flan à la vanille, et demain, on fera dessaler la morue. Tout ce contre quoi je m'étais un peu rebellé jusque-là, ce trop de bouffe, cet intérêt pour la bourse, je lui concède à cet instant, car je vois bien que ça le fait se redresser sur son lit. Ça le tient éveillé, comme une chanson de Michel Fugain ou une fable de La Fontaine. Il n'y a plus de hiérarchie. Tant que ça agit, il s'en saisit. Il se laisse émouvoir, c'est toujours ça de prix. Subsiste une mémoire vive à l'intérieur. Il ne s'est pas trompé dans ses placements. Ses affaires sont en ordre. Il peut partir en paix. D'un côté, il dit qu'il en a marre. D'un autre, il dit qu'il a le temps, tout en sachant qu'il n'est pas maître à bord. Quand la mort viendra le ravir, nul ne le sait. Hier après-midi, l'infirmière a confirmé à ma sœur que la maladie prenait le dessus et qu'il veillerait à l'accompagner au mieux dans ce processus. L'arbitrage leur revient. Selon eux, il semble encore confortable. Il s'économise. L'inexpérience de mourir. Cela veut dire aussi la maladresse à mourir, mourant comme quelqu'un qui n'a pas appris ou qui a manqué ses classes. On ne meurt pas deux fois. On est seul devant la mort. On apprend la patience. On apprend une forme de passivité. On la laisse venir. On a beau ruser avec elle, il arrive un moment où l'on ne peut plus faire comme si elle ne poursuivait pas son minutieux travail de corrosion au-dedans. Le corps se raidit. Le corps se rétrécit. Plus que la peau et les os. La flamme de l'esprit vacille. Le tremblement de sa main se transmettant dans la mienne, je voudrais lui dire « va ». Mais ce n'est pas à moi de lui dire ça. Je n'ai qu'à être présent à ses côtés. Il connaît le programme. Il commence à imaginer le monde sans lui. Pas intelligent. Ça fait combien de temps que je trimballe ce jugement récurrent sur mes piètres capacités intellectuelles? Depuis l'enfance, les premiers apprentissages, pas foutu de faire mes lacets de chaussures. C'est ma sœur Sylvie qui m'a convaincu que j'en étais capable, en prenant le temps de me montrer comment on les faisait les défaisait. Faire du vélo, pareil. Convaincu que je n'arriverais jamais à tenir l'équilibre si on m'enlevait les roulettes de chaque côté de la roue arrière. Avec le même ascendant sur moi, ma sœur m'a simplement dit « Il n'y a aucune raison que tu n'arrives pas ». À ses côtés aussi, j'ai appris à écrire sur le tableau noir dans la chaufferie de la maison d'Issoire, en formant les lettres une à une, en cassant la craie une fois sur deux, tellement j'appuyais. Ce manque de confiance en soi m'a poursuivi jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui. Ça me fait perdre un temps fou, contraint de passer par une succession de sas et de rituels de vie. Recopier à la main dans mes cahiers ce que je lis pour avoir le sentiment de retenir quelque chose de ce que je lis, car sinon, c'est comme si je n'avais rien lu. Une vraie passoire. Sur d'autres fronts, j'ai fini par abdiquer. Je ne conduis pas,
Je ne parle pas anglais. Je ne dessine plus. Je suis devenu pédé. Au sortir de l'adolescence, ayant éprouvé le désir des femmes, leur jouissance me débordait de toutes parts. Je préférais leur amitié. Puis une femme nue, je connaissais ça par cœur. Ma mère étant tout le temps à poil à la baraque, alors que la vue d'un homme nu me faisait bander illico, j'y pouvais rien. Il m'a fallu encaisser tout ce qui venait avec ce désir irrépressible. J'ai appris, ou plutôt j'ai dû me délester de tout ce que l'on m'avait appris. Les femmes m'ont tout appris. Aussi me suis-je tourné vers les hommes pour n'avoir pas à répondre à leurs désirs, leur échapper, ne pas devenir leur chose, puisque je me sentais manipulable. Quand je désire un homme, je préfère couper le son, ne pas lui parler. Avec une femme, je parle tellement que j'ai plus du tout envie de l'embrasser. Le désir a foutu le camp, il s'est dissous. Franchement, je me complique la vie. Et lorsqu'on m'interroge sur comment j'occupe mon temps, ne sachant jamais trop quoi répondre, je pique aussitôt un phare. Pas vraiment manuel, pas vraiment un intellectuel, alors on va dire que je suis un artiste. C'est ce que je répondais à mon oncle quand il me taquinait sur mes velléités, car je sentais bien que ça le faisait ricaner à l'intérieur. Il n'y croyait pas tant que ça à ma vocation. Sa fille à lui étant prof de droit, son fils ingénieur, j'étais loin du compte. Pas intelligent, je vous dis, un petit branleur, bête comme un peintre. Ainsi, un artiste se constitue en apprenant à se débrouiller avec ses propres impossibilités, en faisant de l'inconscient un allié. Pour sortir du manège, il développe une forme d'intelligence qui n'appartient qu'à lui. Il ne prend pas forcément le plus court chemin, sachant déjà que c'est le chemin parcouru qu'il modifie. Travaille pas pour les autres, travaille pour lui, pour se donner une contenance. À chacun sa façon de faire de la place pour accueillir la plus grande altérité, retourner ses peurs, faire taire l'ennemi de l'intérieur. Artiste ou pas d'ailleurs, on s'en fout. Nul besoin de donner un nom à cette pratique irrégulière, si c'est un enjeu existentiel qui le meut et non un désir de reconnaissance à tout crin. Après, bien sûr, il lui revient de gagner sa vie sans que son activité rémunératrice n'abîme son travail d'artiste, ce qui à ses yeux est le plus solide et n'a pas besoin d'être tripoté par d'autres pour exister. Certaines personnes, pourtant bien intentionnées, lui en voudraient presque d'avoir réussi à donner forme aux visions qui le hantent, parce que ça les renvoie à leur propre incapacité à converser avec leurs démons intimes. Et les redoutant, ils passent par d'autres conduits, cherchent à s'en divertir, se réjouissant parfois du malheur qui taraude leur vis-à-vis. Ils vivent par procuration sa folie douce ou dure. Comment ils font pour s'en sortir, les graffitistes ? Me demande un jour une petite fille rencontrée dans le métro. Je n'ai pas su quoi lui répondre. Je n'ai pas compris sa question. Ou celle-ci me regardait trop près. Car moi aussi, je voudrais ne pas être récupéré par le système et devenir un artiste assagi, sûr de son public, sûr de ses outils. Artiste rentier, artiste raté. Autant accuser la crise pour sortir de l'impasse dans laquelle je me suis mis. Il me revient d'inventer une parade en me donnant une besogne dans la durée. Des déchets des autres, je fais un trésor, si je le désire. Pas non plus à l'abri de traverser de grandes périodes d'abstinence, des périodes où plus rien n'a de sens. En vieillissant, j'ai appris à ne pas les dramatiser. Je me tourne alors vers des activités répétitives qui m'engagent moins et me libèrent des obsessions. Ainsi, je décide de convertir en confetti une partie de mes archives, principalement celles de mes années pompes funèbres, en les découpant à la main ou à l'aide d'un emporte-pièce. Le temps de mettre au point ma technique. Du reste, je ne suis pas là pour rentabiliser mon talent ou faire exactement ce qu'ils attendent de moi. C'est qui, il ? Vous l'apprendrez plus tard. Où j'ai atterri, je ne vous l'ai pas encore dit. En fabriquant mes confettis,
Je m'aimais à l'abri d'une trop grande attente à mon égard. Dorénavant, je sais quoi faire de tout ce temps mis de côté. Au pays où le ciel est toujours bleu, je n'oublie pas ce paquet d'années à la recherche d'un emploi, ni les jours de grisaille. Dans ces contrées arborées, on me dit que le temps passe vite. En commençant petit, je cherche à éprouver un modèle de temps qui me convient. Je n'ai pas attendu d'être admis en cette utopie localisée pour être regardé par ma propre mort ou celle de mon prochain. Pas de fausse modestie. Badge à l'entrée, le soir venu, la porte s'ouvre toute seule. Suffit de se baisser. Un conte de fées. Je ne suis pas habitué. Dans le geste de faire des confettis, je trouve peut-être une consolation. De quoi je cherche à me consoler? De quoi je cherche à me séparer? Trop tôt pour l'énoncer. Vivre ici n'est pas mon rêve. Vivre ici m'incite à m'ouvrir à tout ce qui ne constitue pas à proprement parler mon rêve. Le rêve de qui alors? Le sens de tout cela ne m'apparaîtra qu'à l'issue de mon séjour. Le tri se fera à mon insu. Un temps long de sédimentation pour un temps bref d'expression. Alors, si ça c'est possible, avec les femmes c'est possible. Me suis-je dit intérieurement à l'instant de tourner la clé de contact lors de ma première leçon de conduite dans la rue en pente devant mon atelier. C'était à Montflanquin, je n'étais plus un gamin. La monitrice de l'auto-école débutait, elle était jeune et enjouée, elle parlait beaucoup. J'ai cependant gardé pour moi cette pensée incongrue. Comme quoi, j'étais travaillé par des clichés tenaces. Le fait de savoir mettre le contact, de tenir le volant, me procurait le soudain sentiment d'être maître à bord et, dans l'instant même, me donnait la possibilité d'allumer le désir. Le mien s'allumant tout contre celui incandescent de ma partenaire. Ce n'est pas non plus comme si je l'avais jamais vécu. J'ai aimé des femmes dans l'adolescence. Au seuil de la vingtaine, je suis passé au mec. Je m'y suis tenu. Je n'en ai pas démordu. Le sexe dressé d'un homme me faisant plus d'effet que celui gonflé d'une femme. J'y pouvais rien. J'étais pris. Mais pourquoi donc associer le fait de démarrer une bagnole à la possibilité de faire l'amour avec une femme? Comme ça, d'un coup, sexe dressé comme baguette magique, la pénétrer et la faire jouir, sans brusquerie, en me rendant attentif à son désir, pas à l'aveugle, en étant confiant, sans avoir peur de lui faire mal, et ainsi accéder à sa propre jouissance, en me sentant un peu moins seul avec tout ça. Si je jette un regard rétrospectif sur ma vie amoureuse, je ne peux pas dire que j'ai eu une sexualité très heureuse. À un moment, la relation devient fraternelle, l'excitation des premiers mois ne dure pas. Décidément, le sexe n'est pas le meilleur outil de connaissance pour l'éternel candidat au permis de conduire que je suis. Ce n'est pas non plus le plus court chemin pour accéder à mon prochain. Ce serait même l'endroit où je m'en sentirais le plus séparé. Par la parole, je tue le désir. Si je veux baiser, il est préférable que je me taise. Main vide, bouche pleine. Ne pas l'ouvrir. La sexualité sans affect. Pas d'autre choix. Le sentiment de ne jamais sortir de soi. Il est vrai que ma mère parlait des mecs comme de la robinetterie. Il fallait baiser parce que ça faisait du bien. Le sexe devenait de la gymnastique, les gars avaient intérêt à être bien montés et à savoir s'en servir. Finalement, ma mère s'est résolue à passer son permis de conduire à l'orée de la quarantaine, au moment où son couple commençait à battre de l'aile. Ça n'a pas été une mince affaire. Elle a dû le passer 7 ou 8 fois avant de l'obtenir. Elle rentrait en larmes. Le jour où il s'est laissé conduire par elle, mon père suait à grosses gouttes. Un foutu lui donnait confiance en elle. Bien sûr, à ses côtés, elle faisait plus de baudes que si elle avait été seule. Rien à faire ensemble ou quoi? Ils ne s'entraidaient pas vraiment. La plupart du temps, mon père l'a laissée seule avec son désarroi. Lorsque j'ai découvert l'auto-école à côté de l'entrée de mon atelier à Montflanquin, je me suis décidé à passer mon permis, loin du trafic de Paris. En résidence d'artiste,
De novembre à février, j'avais suffisamment de temps. Le code, je l'ai eu. En revanche, au bout d'une quinzaine de leçons, je ne savais toujours pas me garer ou faire la marche arrière. J'étais distrait au volant. Mon regard attiré par une affiche, la monitrice devait être vigilante pour que mon véhicule ne se déporte pas sur le bas-côté de la route. Plus d'une fois, il a fallu qu'elle intervienne pour me remettre sur le droit chemin. Autant j'ai réussi l'installation en carton ondulé dans l'espace d'exposition, en allant au bout du processus qui m'animait, autant j'ai renoncé au permis de conduire, n'arrivant pas à contenir la suée qui me prenait sitôt que je touchais au volant. Dès notre premier entretien, l'artiste qui m'avait invité à cette résidence m'a encouragé à aller du côté de la performance, en faisant quelque chose de ma propension à la parole, cette capacité que j'ai à embarquer autrui dans mon récit, en n'ayant pas peur de me mettre à nu et de raconter des trucs qui dans le flux scintillent un instant avant d'être à nouveau engloutis. Je m'en sors par la parole ou m'ensevelis. Comme un homme dont la maison est branlante veut en construire une solide à côté, si possible en se servant des matériaux de la première. Il est clair que si je prenais le volant, j'avais peur de me tuer. Une forme de suicide maquillé. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a plus de mecs qui n'ont pas leur permis que de meufs. La peur de se foutre en l'air, la méconnaissance de son corps, le désir sans emploi. Et puis, il y a le souvenir des conversations dans la bagnole avec mon père lors des allers-retours entre Histoire et Clermont-Ferrand. Je connais par cœur les méandres de cette route qui longe l'Allier. Ado, je vivais seul avec ma mère à Histoire. Il venait me chercher un week-end sur 2. Il m'emmenait avec lui à Clermont, où il crêchait dans l'appartement de sa deuxième femme, avec ses 2 enfants. Mon père était sourd d'une oreille. Il plaçait les gens de telle manière qu'ils les entendent mieux. Son fils assis à sa droite dans la bagnole, à la place du mort, ça lui allait. Et moi, j'ai tôt fait de griller toutes mes cartouches dès les premiers kilomètres. Je n'avais pas non plus des tonnes de trucs à lui raconter. En un quart d'heure, c'était fait. Et je finissais par lui dire des choses que j'aurais voulu garder pour moi. Plus tard, avec les profs des Beaux-Arts, j'ai eu le même sentiment. Nous étions souvent sollicités pour leur parler de nos projets. Et lorsque venait mon tour, ne me sentant pas toujours très assuré de la pertinence de celui qui m'animait, j'avais la fâcheuse tendance à me livrer plus qu'il ne fallait, faisant de l'intime le bout de gras sur lequel ils pouvaient se jeter. Me confier à eux revenait alors à creuser davantage le vide. Afin de constituer ma pelote, je préférais garder la chambre. À la place qui m'avait été assignée dans l'atelier, on pouvait lire sur un bout de papier épinglé, écrit à la main, « Torno subito », mon prof étant d'origine italienne. Je reviens tout de suite, oui, en guise de mot d'excuse, n'ayant pas toujours la patience d'attendre mon tour. Parler comme on le fait dans une caisse, sans se regarder, côte à côte, avec le paysage qui défile devant soi, les yeux rivés sur le marquage au sol ou la ligne d'horizon, cela ouvre un espace dans lequel tout peut s'engouffrer. On a le temps de ruminer. On a le temps du repentir. On s'entend respirer. Si le silence se fait pesant, on a toujours la possibilité d'allumer la radio pour ne plus entendre la sous-conversation. Car il y a toujours un écart, un écho entre ce qu'on dit et ce que l'autre entend. Dans l'habitacle d'une voiture, ce retard est amplifié. Tout semble tracé d'avance. On a besoin du souvenir de son propre secret. Si on le perd en route, eh bien, on ne se sent plus chez soi nulle part. Là où l'on est, on est piégé. On finit par occuper la place qui nous est assignée par celui dont le désir semble plus fort que le sien. On lui attribue ce pouvoir. Il en jouit. C'est comme ça qu'on s'oublie. Ce schéma nous étant devenu familier, on le reproduit. Jusqu'au jour où l'on se dit
Ça suffit. On se sépare alors de la camisole que l'on trimballait partout avec soi. Quelque chose, dans notre rapport à la parole, se modifie. Et si l'on s'interrompt, on n'est plus troublé par le silence de son compagnon. Je bois un petit coup d'eau. Je voudrais presque improviser là, pour casser la lecture. C'est ce que je voulais tenter ce soir, mais c'est difficile de passer de la parole improvisée à la parole lue. C'est deux intensités différentes. Comme je vous sens là, je vais continuer la lecture, comme si de rien n'était. Vous êtes nombreux à écrire, vous savez, m'avait dit sans détour Madame Quentin à Pantin, la cartomancienne recommandée par une cliente rencontrée à l'agence de pompes funèbres, où j'officiais alors en tant que conseiller funéraire et maître de cérémonie. À la fin de la consultation, ayant droit à une question qui me tenait à cœur, je m'étais permis de l'interroger sur mon désir intermittent d'écriture. Et comme jusque-là, elle ne m'avait guère ménagé, je m'attendais à ce qu'elle me réponde franco, ce dont elle ne s'est pas privée. Oui, il y a quelque chose. Il faudra y aller au petit point. Écrire court, avec beaucoup d'humour. Vous êtes nombreux à écrire, vous savez? Oui. Et comme j'avais failli plus d'une fois dans ma vie, je me doutais bien que le chemin serait encore long avant de sortir du sillon qui rendait ma voix inaudible. Du reste, j'étais pas du genre à gueuler sur les toits mon envie d'en découdre. Animé d'une colère sourde, je cherchais à m'orienter dans le dédale. Mon intention n'était pas d'écrire une success story, mais de rendre compte du trajet qui était le mien, des Beaux-Arts au pont funèbre. Il y a une rue que je n'ai pas hésité à traverser à la suite d'un bilan de compétences offert par Pôle emploi. M'étant assez vite conformé à l'attitude contrite de l'employé de pont funèbre, mon regard étant plus souvent tourné vers le bas que vers le ciel, sans pour autant esquiver celui inquisiteur des personnes qui me sollicitaient pour l'organisation des obsèques de leurs proches. Je n'ai jamais vraiment cru en mon étoile, ou bien je m'arrangeais de celle épinglée dans mon dos, comme un poisson d'avril. Tant que je me suis tenu à cette place, j'avais le sentiment d'être sous la protection des morts que je dérobais à la vue des vivants. Tout entier mobilisé au service des familles endeuillées, la mort ne m'atteignait pas. C'est seulement dans le regard fuyant de quelques-uns de mes anciens collègues que je me suis senti parfois épinglé comme loser. Au fond, je m'en moquais, m'estimant mieux loti dans cet habit d'ombre que dans celui trop grand d'artiste rongé de l'intérieur par l'amertume de ne pas en être, adoubé par ses pairs. Au nom de l'art, parfois, on fait de drôles de trucs. Paradoxalement, c'est lors de ces années pompes funèbres que je me suis senti le plus artiste, agissant incognito, n'attendant aucune rétribution d'un éventuel supplément d'âme que je pourrais glisser dans la prestation. Autant dire que je ne coûtais pas trop cher au patron. De toute façon, je ne faisais pas ce métier pour l'argent. Ça m'a surtout donné l'occasion de choisir mon camp, du côté des vivants, et de me retaper au-dedans. Depuis 15 années, vite écorné, et me voici accueilli à la Villa Médicis en tant qu'écrivain. Dingue! L'imposture étant inhérente à nombre de métiers, vrai ou faux, je délaisse celui élimé du maître de cérémonie pour endosser celui désuet de marchand de confettis. Aucune raison de m'enorgueillir de l'endroit où j'ai atterri. Nulle raison non plus de m'éterniser. Plutôt le désir de m'éphémériser. Ça se dit? Non. C'est aussitôt souligné en rouge. Plus on vieillit, plus on aime le sucre. Vieillir vite, s'il se pouvait.
Carte des vitesses en main, j'aimerais tant m'extirper de la mélasse. Aucune idée de la déflagration que va représenter la bande de mon père. Aucune idée de la marge de manœuvre que cela va me rendre ou me retirer. Ce que je suis en train d'écrire ne sera pas lu par lui, seulement par quelques-uns qui l'auront connu et seront curieux de savoir ce que le Fils va se permettre en son absence. Ce que j'avais à lui dire, je lui ai dit. Je ne me sens pas de dette envers lui. Si l'argent qu'il me lègue est une bombe à retardement, eh bien, il ne tient qu'à moi de m'en séparer. Ses confettis à lui, c'était l'argent. Il me l'a dit. Et moi, je ne vais pas m'improviser entrepreneur ou bâtisseur, même si l'idée de créer un phalanstère me trotte dans la tête depuis quelque temps. Mort, je le suis déjà. Je l'ai déjà été, dans un passé dont je n'ai gardé nulle trace. Aucune raison de reporter la mort. Toujours déjà passée, elle me regarde de loin, de près, elle veille, elle n'est pas mienne. Ainsi les choses suivent-elles leur cours. Silencieusement. Il n'y a pas à s'en faire. Je sais bien que l'argent n'est pas quelque chose de mental, mais quand même, ça m'a mis dans une situation. Bribe de phrases entendues ce matin dans la rue. Il y aurait donc ceux qui sucrent et ceux qui ne touchent pas. Sugar Daddy, mon tour est-il venu? L'âge des deuils n'est pas l'âge des renoncements. Pas seulement. Il y aurait dans la mort quelque chose de plus fort que la mort, c'est le mourir même, auquel mon père est dorénavant exposé. Si j'étais méchant, je dirais qu'il kiffe tellement ce moment qu'il risque de se prolonger. De son vivant, entendre son éloge funèbre, c'est tellement grisant. Comme si nous avions déjà assisté à cette scène. Père en majesté, sur son lit de mourant, entouré des siens, venu lui susurrer à l'oreille ce qu'il a envie d'entendre. Une belle vie que la sienne, tout entière tournée vers les autres. Un père ou un grand-père de substitution pour quelques-uns, un ami, un partenaire fidèle pour d'autres. Cet après-midi, ayant repris du poids de la bête, il nous a récité dans l'ordre alphabétique les actions qui constituent son portefeuille. C'est ma sœur Sylvie qui lui donnait la réplique. J'ai assisté à cette énumération, de loin, assis sur un fauteuil, près de la fenêtre, un peu abasourdi. C'était pas simple aujourd'hui. J'ai quasiment rien dit. Et je l'ai seulement repris au moment où il pensait n'être pas assez méticuleux pour cultiver des vignes. Méticuleux, il l'a été, pourtant, pour mener ses affaires, dans la durée. Mes sœurs et moi, il semblerait que nous ne soyons pas toujours les mieux placés pour recevoir de sa part autre chose que sa messe habituelle. Nous n'avons qu'à l'inciter à reprendre les sujets de conversation qu'il chérit. N'ayant pas d'autre possibilité d'échapper, il s'en saisit. Quelque chose de plus fort que la mort a lieu en lui, sans lui. Déjà 8 jours de biffet depuis mon arrivée à Clermont-Ferrand. J'ai établi mon campement dans la chambre bleue chez ma sœur Sylvie. Nous avons pris nos habitudes. J'essaie de ne pas trop empiéter sur son territoire. Je m'échappe dès le matin, cherche un endroit où lire, une table de café où me rassembler. Mais il y a toujours une conversation intempestive dans les parages ou un gars qui parle tout seul à son portable ou des allées et venues d'agents municipaux qui tournicotent autour de moi et me distraient de ma tâche. J'arrive pas à me concentrer. Le silence n'existe pas. Nulle part. Je ne suis bien nulle part. Ballotté entre les réalités contrastées de mes deux sœurs, je tente de m'organiser, me tiens à une vie ritualisée. Je les aime pareil. Je dois juste faire gaffe, composer avec leurs différences, me faufiler entre les deux. À tout moment, des tensions peuvent apparaître. Cette fois-ci, la fin de mon séjour est déterminée par la fin de vie de mon père. Hier après-midi, il m'a demandé quand est-ce que je retournais à Rome. J'ai répondu, le moment venu. Légère pression de sa main sur la mienne, comme une décharge affective.
Finalement, le courant passe bien entre nous. Il a demandé à sa femme de chercher l'étymologie du mot agonie. Depuis quelques jours, je l'emploie aussi, en réponse au message de quelques-uns qui prennent de mes nouvelles. Nous nous préparons à une agonie lente. En me relisant, j'intervertis. Nous nous préparons à une lente agonie, comme si ça glissait mieux ainsi. Agonie est appointée au latin agonia, angoisse, du grec agonia, du verbe agen, pousser, mener un troupeau. Son angoisse de mort, il nous l'exprime depuis plus de 30 ans. Ma sœur aînée a sans doute été la plus exposée. Je vous en réserve une bien bonne pour mon enterrement. La dame du bilan de compétences, mon histoire familiale, elle l'avait assez vite pigée. C'est pas pour rien qu'elle m'avait proposé d'entrer dans les pompes funèbres. À ses yeux, c'était la meilleure parade pour tenir à distance le père et ses délires, le père et ses désirs. Je crois dans les forces de l'esprit, m'a glissé le paternel, non sans ironie, faisant allusion à la phrase choisie par Mitterrand pour clore ses ultimes vœux. Si je pouvais, par les seules forces de l'esprit, faire quelque chose pour lui et accélérer le processus, il ne serait pas contre, me fait-il comprendre. Je lui avoue m'être contenté d'allumer un cierge à la cathédrale de Clermont, le matin même, en bricolant une courte prière, avec des mots tout simples et un signe de croix. Me reviennent la mélopée de « Je t'aime moi non plus » et le slow lascif que ma mère et moi avions dansé, enveloppé par la voix chaude de Gainsbourg. C'était dans l'appartement de ma sœur Pascale, rue Lamartine. Nous devions être légèrement éméchés. Sinon, cette scène aurait juste été inimaginable. Ma mère avait alors une belle cinquantaine, et moi, j'étais au seuil de la vingtaine. Elle était parfois capable de ce genre d'échapper. Lorsqu'elle se laissait aller, il y avait de la vitalité en elle. Rien d'alambiqué, de la drôlerie. Et depuis, chaque fois que me donnait l'occasion de danser, j'attends d'être bien bourré pour faire des sauts de cabri sur la piste. Et c'est encore et toujours avec des femmes que j'aime danser. Le petit dernier ne se départ pas du folklore familial. Il le perpétue à sa façon, sa mère continuant de virevolter en lui. L'autre nuit, elle lui est apparue tout de blanc vêtue, pomponnée comme jamais, lumineuse. Nous étions une grande tablée, et lorsqu'elle a débarqué, je me suis levé, étendu la main dans sa direction, en disant haut et fort devant l'assemblée, fier d'elle, 86 ans. Comme je n'ai pas tout converti en confetti, j'ai trouvé ce dessin que j'avais fait à ma mère. Maman, je te donne un bouquet de fleurs. Mon travail, ma sagesse, mon cœur, mon amour, ma gentillesse, pour te faire plaisir, pour que tu m'aimes, pour que tu sois contente, pour que tu sois heureuse. Maman, je t'embrasse. François. Je n'ai pas la mémoire de mon père. Je n'ai pas son intelligence, pas sa joie. Je ne suis pas animé par le même désir. Je n'ai pas sa niaque. Il y a quelques années encore, lorsque je le quittais après une grande partie de la journée passée avec lui, souvent anesthésié par l'alcool, je me sentais tout vide. Il me donnait l'impression d'avoir tout compris à la vie, d'être toujours du bon côté, tandis que j'avais le sentiment de n'y comprendre rien, d'être déjà passé de l'autre côté. C'est l'expression qu'avait choisie une amie africaine de Pascal à qui je plaisais bien. Ton frère, il est de l'autre côté. Je le sais, j'y toucherai pas. Petit frère, devenu messager de celles et ceux qui, comme lui, l'ont précédé dans la voie étroite. Tiens bon, lui ai-je dit comme un con,
en le quittant hier après-midi, me reprenant aussitôt abandon, ne finissant pas ma phrase. Il a compris. Oui, il n'est plus question pour lui de tenir bon, mais de s'abandonner. Cela ne relève pas d'une décision de sa part. C'est comme une lame de fond en lui, un creux qui se fait, un pli qui se défait, tout doucement, brutalement. Vlan! Du Rif! Jean! Où? Ventre vide. Il est parti. Stop. Il n'est pas encore parti. En assistant à sa lente agonie, je comprends ce qu'on nomme le travail de trépas. Sucre ou pas? Bientôt, plus de papa, plus de nougat. Un homme vient de me demander si je suis de la galerie face à laquelle je suis installé depuis bientôt 2 heures, à la terrasse d'un café, avec une tasse vide près de l'ordi et un parasol déplié au-dessus de ma tête. Sur le trottoir en vis-à-vis, un gars au téléphone fait les 100 pas. Il a une voix qui porte. Il semble bien emmerdé. Il est en train de démêler une situation. Il doit bosser à la mairie. Il a un bon accent auvergnat. Il vient de raccrocher. Les conversations autour de moi s'animent. Chacun monte le son. Ça parle. Qu'est-ce que ça parle? On ne s'entend plus. L'écriture planche de salut, tu parles. Qu'est-ce que tu parles? Mon père mort, est-ce que je parlerai moins? Écrire équivaudrait à garder le silence, ou tout du moins à faire entrer du silence. On parle trop, comme on meurt trop. On est gros de toutes ces paroles vieillies. À la fin, elles se résorbent en chagrin. Une crise de larmes, une pluie de confettis. À la fin, c'est la phrase qui pense. Une phrase en entraîne une autre. Une phrase en entraîne une autre. Une phrase en efface une autre. Écrire n'est pas parler. On parle pour rompre la solitude, on écrit pour la prolonger. Cet après-midi, mon père n'est plus celui qu'il était la veille. Sa conscience altérée, sa tête renversée en arrière, un œil mi-clos, l'autre fermé. Bouche ouverte, sa respiration sonore saccadée. Ses jambes tremblaient sous le drap lorsque je suis entré dans sa chambre. Je lui ai pris sa main, encore tiède, dans les miennes. Et je lui ai dit que son fils était là. Puis j'ai continué à lui parler dans ma tête, sans le regarder. J'ai fini par caler ma respiration sur la sienne, ne trouvant rien d'autre à faire. Hier, il m'a appris qu'il avait assisté à ma naissance. Aujourd'hui, j'assiste à son agonie. L'hôpital où l'on meurt à Clermont-Ferrand est situé à la périphérie. Il me faut prendre le tram jusqu'à la Croix de Néra, puis le bus 21 jusqu'à son terminus. Ici, on n'accueille pas d'urgence. C'est écrit sur le panneau à l'entrée de l'établissement. Mon père est mort ce matin. Nous sommes le 16 juin. Son corps réduit à un point, dans le temps et dans l'espace. Confetti. Qu'est-ce qui se passe en lui? En lui, la vie tarit. Qu'est-ce que tu fais de lui, à côté de lui, dorénavant sans lui, dedans moi sans lui, avec, dedans lui sans moi, oui.
Je vous remercie. Vous étiez vraiment présent, hein. Vous m'avez beaucoup accompagné. Je vous remercie beaucoup, parce qu'il y avait toutes les conditions pour ne pas venir. Et mes flocons et confettis, ça ne va pas trop mal ensemble. Mais là, j'en demandais pas tant. Donc, merci à vous, à mes amis, et à ceux que je ne connais pas, à celles et ceux que je ne connais pas. Ce lieu, pour moi, représente beaucoup. J'avais déjà dit la première fois que j'étais venu ici, c'était il y a 3 ans pour Vide Sanitaire. Donc je ne vais pas refaire le même numéro, mais quand même, c'est un lieu qui rend possible beaucoup de choses. Et de pouvoir trouver cette forme ce soir, ça a été chouette. Et donc je voulais remercier toute l'équipe qui m'a accueilli cet après-midi pour dénuder cet endroit, laisser comme c'était là. Et parce que quand je suis arrivé, j'avais jamais vu l'endroit comme ça, avec les rideaux enlevés, tout ça. Et je trouvais que ça ouvrait une espèce d'espace que j'aimais bien. Et quand j'avais projeté de laver le sol, puisque mon premier jet que j'ai enregistré en vidéo quand j'étais au Beau-Temps de Paris, c'était laver le sol à 4 pattes. Mon éditeur est toujours surpris, parce que j'arrête pas de dire ce que j'ai fait de mieux dans ma vie, je l'ai fait à 4 pattes. Mais c'est pour ça que j'aime beaucoup commencer mes performances toujours à 4 pattes, ça me sentir le sol, tout ça. Donc le message de Gaëlle Begli finalement résonnait avec ça. Bon, ça m'a un peu, quand elle m'a envoyé le message, on avait un peu manigancé ça. Elle m'avait dit qu'elle serait pas là, et c'est vrai qu'elle m'accompagne aussi dans la jeunesse de ce livre, donc je tenais à ce qu'elle soit là ce soir d'une façon ou d'une autre. Mais quand elle m'a envoyé le message hier, je ne savais pas si vraiment elle s'était fait renverser par une camionnette ou pas. Mais je crois que malheureusement, elle s'est fait renverser par une camionnette. Mais tout de suite, hop, elle projette sur Max Ernst et la petite cage, l'oiseau, la forêt. Et moi, que j'étais à 4 pattes ici. Bon, enfin voilà, dire aussi que depuis que j'ai écrit Vide Sanitaire, mon cercle s'est élargi, que j'ai rencontré beaucoup de gens, des écrivains, des écrivaines, des lecteurs, des lectrices, et que ça m'a donné envie d'en faire un deuxième. Alors tout le monde te dit le deuxième ça va être super dur, quoi. Enfin, c'est vraiment pas, c'est un sale moment à passer le deuxième livre apparemment. Donc c'est bon, c'est passé dans un contexte plutôt pas mal. William Médicis, j'avais peur que ça me ramollisse un petit peu, mais bon finalement mes parents m'ont quand même donné un peu du grain à moudre, parce que dès que je suis arrivé à William Médicis, j'ai appris que mon père a été atteint d'une tumeur à l'estomac, allait mourir, et ma mère étant séparée de lui depuis 45 ans, à Noël me dit quand même j'aurais aimé mourir avant lui. Et effectivement, elle est morte avant lui en février. On l'a retrouvée assise sur son canapé. J'aurais pu lire les dernières pages, mais ma mère, voilà, mon père, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Dans Vide Sanitaire, il était très présent. Là, c'est la première fois que je parle de ma mère, parce que c'est beaucoup plus intime, finalement, quand on parle de sa mère. Et on est nombreux, cette rentrée littéraire, à avoir parlé de nos parents. J'en ai bien conscience. Mais là, je ne pouvais pas ne pas en parler. Et l'écriture a été d'un réel secours pour les deux moments. Quand ma mère est morte, le fait est que j'ai écrit, et que le lendemain où j'ai appris sa mort, j'avais envie d'être auprès de Sabrina, qui était à la cafétéria à Villa Médicis, qui était une femme que j'aimais beaucoup, et j'ai eu envie d'appeler j'ai eu envie d'appeler Yves Pagès. Et voilà, et c'est là où j'ai compris dans sa vie intérieure la place de l'éditeur. Qu'est-ce que ça, voilà, tout d'un coup c'était à lui que j'avais envie de parler, même sans dire grand chose, et il m'a rappelé le soir. Et vous dire aussi que voilà, ce deuxième livre, encore une fois, je peux dire merci vraiment à mes éditeurs, parce qu'ils m'ont vraiment accompagné, parce que c'est un livre pour moi plus fragile que le premier. Le premier, je m'adossais sur une expérience dans les pompes funèbres, donc il y avait un aspect documentaire. Il y avait plein de voix autres que la mienne. Là, dans ce livre, le fait est que c'est un peu plus centré sur moi, même si j'ai voulu faire entrer d'autres voix que la mienne. Donc il y a Thibaut qui est là, qui a occupé mon appartement pendant que j'étais absent, et qui est une voix dans le texte. Il y a Gaëlle Begli, puisque je l'ai rencontré grâce à Vide Sanitaire, et c'est vraiment une rencontre d'amitié pour moi forte, et son écriture m'a
m'a beaucoup m'a donné envie d'être encore plus libre dans la mienne. Et ce que je trouvais très étonnant dans l'écriture de Gallo Begli, c'est ce que m'a dit un ami, là, Benoît Braza, parce qu'en fait, beaucoup d'amis m'ont dit que Vide sanitaire, ils l'avaient offert à leur mère. J'ai jamais compris pourquoi ils avaient offert Vide sanitaire à leur mère. Et là, ça recommence avec Tondo Subito. J'ai un copain artiste qui m'a dit, j'ai offert ton livre à ma mère pour ses 76 ans. Et sa mère, il m'a recopié le SMS que lui a écrit sa mère. Et j'ai trouvé ça très très beau, parce qu'à un moment donné, sa mère lui dit, je ne comprends pas comment il passe d'une phrase à l'autre, mais c'est comme il se doit. On se sent en confiance. Ça, je me dis, c'est le plus beau compliment que vous pouvez faire. Et quand je lis Gallo Begli, je ressens exactement la même chose. Des fois, je ne comprends pas comment elle passe d'une phrase à l'autre. Et c'est ça qui me met en éveil et qui crée la jubilation de la lecture, en fait. Donc voilà, on apprend de ses contemporains beaucoup. Et là, j'apprends beaucoup. Et donc, le passage de ce deuxième livre, voilà, c'est fait. Je vais essayer de l'accompagner au mieux. Mais j'ai hâte du troisième. Voilà. Et donc, je vais dire merci à toute l'équipe technique. Alors, il y a Guillaume, Axel, Claire, Iris, qui ont été des partenaires. Olivier Chaudançon, qui m'a accueilli ici avec une sorte de camaraderie qui m'a fait chaud au cœur. Colombe, qui est là aussi ce soir. Voilà, c'est vraiment une maison qui porte bien son nom. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et après, dehors, j'ai plein de petits trucs à vous donner, si vous voulez, parce que je n'ai pas voulu les déployer ce soir, mais j'ai plein de petits papillons avec des phrases inscrites, que dans mon livre aussi, il y a beaucoup de phrases en italique, dont je ne cite pas la source, en fait. C'était le parti pris un peu, dire on s'en fout, c'est un geste artistique, j'écris pas un essai. Donc il y a beaucoup de phrases d'écrivains, des phrases prélevées dans la rue, des choses comme ça entendues. Et sur mes petits papillons, les phrases sont inscrites, mais derrière je dis d'où elles viennent, comment elles me sont parvenues. Donc j'en ai fait des tonnes que je vais avoir du mal à les réduire en confetti. Donc il faut que vous m'aidiez. Il faut vraiment que vous en preniez quelques-uns ce soir. Je ne vous demande pas d'acheter la cave. Enfin, je suis pas là. Je suis pas marchand, hein, comme vous l'aurez compris. J'ai un père marchand, mais moi je ne le suis pas du tout. Voilà. Donc, mais je suis très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Voilà. Merci beaucoup.